Un cri aigu, d'une clarté de l'âme, déchira l'atmosphère feutrée et silencieuse. C'était un son de pur désespoir, une angoisse si profonde qu'elle semblait capable de nouer les entrailles de quiconque l'entendait. Chloé Dubois était agenouillée sur le sol en marbre glacial du grand salon, un vieux chiffon à la main, affairée à polir la pierre. Elle se figea instantanément, le cœur battant. Le hurlement provenait de l'étage. Sans la moindre hésitation, elle laissa tout en plan et se mit à courir. Elle gravit l'escalier monumental, une structure en chêne massif qui dominait le hall d'entrée, en montant les marches 4 à 4. Son cœur cognait violemment contre ses côtes, un tambour affolé dans le silence revenu. La porte de la chambre principale était grande ouverte. Chloé s'engouffra à l'intérieur et fut confrontée à une scène qui lui serra la gorge. Un petit garçon, âgé d'environ 5 ans, gisait sur le sol, se frappant méthodiquement la tête contre le mur. Ses petites mains étaient plaquées fermement sur ses oreilles, ses yeux étaient fermés hermétiquement, et son visage était congestionné par des pleurs silencieux mais intenses. Le bruit sourd et régulier de son crâne contre le plâtre était insoutenable. Chloé sentit sa poitrine se contracter. Elle connaissait cette scène. Elle l'avait déjà vécue, maintes et maintes fois. Lentement, avec une infinie précaution pour ne faire aucun bruit qui pourrait aggraver la crise, elle s'accroupit. Elle ne toucha pas le garçon, se contentant de s'installer près de lui, un point de présence calme dans sa tempête, et commença à chanter. C'était une vieille berceuse, une mélodie douce et simple que sa grand-mère lui chantait autrefois. C'était la même chanson qu'elle avait si souvent murmurée à son propre frère lorsqu'il était submergé par ces mêmes vagues de détresse. Sa voix était basse, à peine plus qu'un murmure, mais stable. Elle ne se pressait pas, laissant les notes flotter dans la pièce. Le petit garçon cessa de se frapper la tête. Lentement, ses mains quittèrent ses oreilles. Il n'ouvrit pas encore les yeux, mais le mouvement répétitif et destructeur avait cessé. Chloé continua de chanter, sa voix un fil de soie dans la tension de la pièce. L'enfant prit une profonde inspiration, un soupir tremblant, et les muscles de son petit corps commencèrent visiblement à se détendre. C'est à ce moment précis qu'une voix masculine, dure et effrayée, retentit derrière elle. « Qu'est-ce que vous faites ?» Stéphane Leroy se tenait sur le seuil, sa chemise à moitié déboutonnée, sa cravate desserrée, ses cheveux en désordre. Il était visiblement accouru, le souffle court, mais ce qui frappa le plus Chloé fut l'expression sur son visage. Un choc total. Ses yeux étaient écarquillés, sa bouche légèrement entr'ouverte, comme s'il était témoin d'un miracle ou d'une hallucination. Jamais, au cours des 5 années de la vie de son fils, quelqu'un n'avait réussi à le calmer aussi rapidement lors d'une crise. Stéphane regarda Chloé, puis son fils, puis de nouveau la jeune femme. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, sa voix plus douce cette fois, empreinte de confusion. Chloé se releva lentement, essuyant ses mains moites sur le pantalon de son uniforme. « Je suis Chloé Dubois, monsieur. J'ai commencé aujourd'hui. Je suis la nouvelle femme de ménage. » Stéphane secoua la tête, l'incompréhension toujours peinte sur ses traits. « Comment avez-vous fait ? Comment l'avez-vous arrêté ? » J'ai juste chanté, monsieur. Mon petit frère avait les mêmes crises. J'ai appris avec lui. Stéphane resta silencieux. Il regarda son fils, Léo, maintenant assis calmement sur le sol, les yeux enfin ouverts, bien que vides. « Merci, dit-il d'une voix à peine audible. Vous pouvez retourner à votre travail. Oui, monsieur. Chloé passa devant lui et redescendit l'escalier, les jambes flageolantes. Qu'est-ce qui venait de se passer ? Revenue dans le salon, Chloé ramassa son chiffon. Elle reprit son travail, mais ses mains tremblaient. Son esprit tournait en boucle. Elle avait 26 ans. Elle vivait dans un petit appartement en banlieue avec sa mère, Monique Dubois, qui était gravement malade. Un cancer. Les traitements coûtaient une fortune. Chloé faisait des ménages depuis ses 18 ans. Elle avait tout vu, tout enduré. Des patrons méprisants, des salaires payés en retard, des humiliations diverses, mais elle était toujours restée honnête, toujours travailleuse. Ce poste, dans cette grande maison de campagne en Normandie, payait 200 € de plus que tous les autres. Ce n'était pas grand-chose, à peine de quoi couvrir les médicaments de sa mère et les factures, mais c'était le meilleur salaire qu'elle ait pu trouver. Elle ne pouvait absolument pas se permettre de perdre ce travail. Ses pensées dérivèrent vers son frère, Pedrino.
Il était mort 5 ans plus tôt, à seulement 12 ans. Une pneumonie qui avait rapidement dégénéré. Mais ce n'était pas tout. Pedrino avait une forme légère d'autisme et des troubles sensoriels. Les mêmes crises, les cris, les mains sur les oreilles, exactement comme le petit Léo. Chloé s'était occupée de lui de ses 11 à ses 16 ans. Elle avait tout appris sur le tas. Comment l'apaiser, quoi éviter, quand lui laisser de l'espace. Aucune formation n'aurait pu lui enseigner ce que l'expérience lui avait appris. Sa mort la faisait encore pleurer. Mais c'était Pedrino qui l'avait préparé pour ce moment, pour savoir instinctivement quoi faire en voyant ce petit garçon en pleine détresse. Des pas résonnèrent dans l'escalier. Stéphane descendait. Chloé se redressa vivement, une expression inquiète sur le visage. Il était grand, la trentaine bien entamée, probablement 35 ans. Des vêtements chers, une posture d'autorité. Mais son visage était fatigué, marqué par des cernes sombres, une lourdeur dans le regard. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Il désigna un canapé en cuir. Chloé s'assit sur le bord, les mains moites. « Mon frère. Vous avez dit qu'il avait les mêmes crises. » « Oui, monsieur. Il était autiste. Il est décédé il y a 5 ans. Je suis désolé. » « Merci, monsieur. » Un silence s'installa. Stéphane passa une main sur son visage. « Mon fils s'appelle Léo. Il a 5 ans. Il est atteint d'un autisme sévère et ne parle pas. » Chloé écouta en silence. « Je travaille dans la tech, des applications de santé, télémédecine. Ce genre de choses. Je suis absent toute la journée. Mais Léo a une nounou spécialisée, Valérie. Elle est excellente. Il a des thérapeutes 3 fois par semaine, un médecin dédié, tout. » Il la regarda. « Mais rien n'a jamais fonctionné comme ce que vous avez fait en 3 minutes. » Chloé ne savait que répondre. « S'il a une autre crise. Pourriez-vous m'aider à nouveau ? » « Bien sûr, monsieur. » « Merci. » Il se retira. Chloé resta debout, le cœur battant toujours la chamade. En se tournant vers la porte, elle vit le petit garçon. Léo était là, debout, la regardant. Il ne disait rien, il observait. Chloé lui offrit un lent sourire. « Salut, Léo. » Le garçon continua de la fixer. Il ne lui rendit pas son sourire, ne s'approcha pas, mais il ne s'enfuit pas non plus. Et pour la première fois depuis longtemps, Chloé sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. Les jours suivants, Chloé s'intégra dans le rythme de la maison. Nettoyer, ranger, faire la vaisselle, les tâches habituelles. Mais quelque chose avait changé. Elle chantait en travaillant. Pas délibérément, c'était automatique. Elle avait toujours chanté en faisant le ménage. Les chansons que sa grand-mère lui avait apprises, de vieilles comptines, des mélodies apaisantes. Léo le remarqua. Le deuxième jour, il apparut dans le salon alors qu'elle passait la serpillière. Il resta simplement là, à observer. Chloé continua de chanter doucement, feignant de ne pas le voir. Il s'approcha lentement, à petits pas, et s'assit par terre à environ 2 mètres d'elle. Chloé ne cessa pas de chanter, elle ne le regarda pas directement, elle le laissa simplement être là. Il écoutait chaque note et commença doucement à se balancer au rythme de la musique. Le 3e jour, elle était dans la bibliothèque, rangeant les livres sur les étagères par couleur. Le bleu avec le bleu, le rouge avec le rouge. Léo apparut de nouveau. Cette fois, il s'approcha davantage, fasciné par ce qu'elle faisait. Ses yeux s'illuminèrent. Chloé prit un livre vert et le lui montra. Vert. Léo ne répéta pas, mais il fixa la couleur intensément. Elle en prit un jaune. Il en prit un de la pile et le plaça au bon endroit. Le jaune sur le jaune. Chloé sourit. C'est ça, Léo. Parfait. Ils restèrent là une demi-heure, arrangés ensemble. Il ne dit rien, ne la regarda pas dans les yeux, mais il était là, présent, participant. Stéphane vit toute la scène. Il était censé être dans son bureau. Il avait une réunion dans 15 minutes, mais il ne pouvait pas détacher son regard. La nounou, Valérie Bernard, apparut à ses côtés. Une femme d'une 50aine d'années, les cheveux sagement tirés en arrière, une expression sérieuse mais douce.
Elle est différente, n'est-ce pas, Valérie? Commenta Théil à voix basse. En 2 ans ici, je ne l'ai jamais vue aussi calme et engagée avec quelqu'un. Valérie acquiesça. Il n'a jamais réagi comme ça avec personne d'autre. Elle a un don, monsieur. Elle ne le traite pas comme un cas médical. Elle ne lui parle pas lentement, avec une voix infantilisante, toutes ces choses qu'on nous apprend dans les formations. Elle le traite comme un enfant. C'est tout. Stéphane pensa à son ex-femme. Manon n'avait jamais traité leur fils comme ça. Elle n'avait jamais même essayé. Mais c'était le passé. Un passé qu'il ne voulait pas revisiter. Une semaine s'écoula. Chloé connaissait maintenant les routines de la maison, les habitudes de Léo, ce qu'il aimait, ce qu'il fallait éviter. Et à la fin du vendredi, cela arriva. Léo s'approcha de Chloé alors qu'elle pliait du linge. Il s'arrêta à côté d'elle et, de manière inattendue, prit sa main. Il ne la regarda pas dans les yeux, mais son emprise était ferme. Chloé cessa de bouger. Elle regarda sa petite main dans la sienne. Son cœur se serra. Stéphane vit la scène depuis la porte de son bureau. Quelque chose changea en lui. Une contraction dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. De l'admiration, et peut-être plus. À la fin de la journée, il attendit Chloé près de la porte. « J'ai quelque chose pour vous. » C'était une enveloppe contenant de l'argent. « Ce n'est pas un cadeau, monsieur. C'est juste de l'affection. C'est tout. » Elle prit son sac et partit. Stéphane resta là, à penser à ce mot, affection, si simple, si évident, et qu'il n'avait jamais su donner. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, Stéphane ressentit autre chose que de la culpabilité, il ressentit de l'espoir, et il sentit aussi que cette femme simple était en train de changer sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Près d'1 mois s'était écoulé depuis que Chloé avait commencé à travailler dans la grande maison. Elle faisait maintenant partie du décor. Elle arrivait tôt, nettoyait, s'occupait de Léo pendant ses pauses, et partait en fin d'après-midi. Léo allait visiblement mieux. Moins de crises. Il mangeait mieux, dormait mieux. Même ses thérapeutes avaient commenté ses progrès. Un vendredi soir, la mère de Stéphane vint dîner. Marie Leroy, 62 ans, élégante, les cheveux en un chignon parfait, des vêtements de marque, mais un visage froid et sévère. Elle entra dans le salon et trouva Chloé jouant avec Léo sur le tapis. Il construisait une tour avec des blocs colorés. Elle fronça les sourcils. Qui est cette jeune femme? Stéphane se leva. C'est Chloé, maman, la nouvelle employée de maison. L'employée de maison? Et pourquoi joue-t-elle avec Léo? C'est le travail d'un thérapeute. Chloé entendit tout. Elle sentit le sang lui monter aux joues, mais elle garda la tête baissée et continua de jouer. Maman, elle l'aide. Léo l'adore. Ne me dis pas de bêtises. C'est ridicule. Depuis quand une femme de ménage s'occupe d'un enfant handicapé? Chloé se mordit la lèvre, ne dit rien, et se leva lentement pour quitter la pièce. Le dîner fut pire. Marie ignora presque Chloé. Quand elle avait besoin de quelque chose, elle l'appelait avec un ton qui mettait clairement en évidence qui était la patronne. Apportez plus d'eau, et voyez si elle est fraîche cette fois. Oui, madame, répondit doucement Chloé. Ces filles de nos jours pensent qu'elles peuvent devenir amies avec leurs employeurs. Elles oublient leur place, dit Marie assez fort pour que Chloé, à quelques mètres de là, entende parfaitement. Stéphane était mal à l'aise, jouant avec sa nourriture, sans rien dire. Il savait qu'il aurait dû défendre Chloé, mais il n'y arrivait pas. Il n'avait jamais réussi à tenir tête à sa mère. Lâche. Il avait toujours été comme ça. Chloé retourna à la cuisine, les mains tremblantes. Elle s'appuya contre l'évier, prenant une profonde inspiration. Elle n'allait pas pleurer. Mais les larmes vinrent quand même. C'est alors qu'elle sentit une petite main prendre la sienne. Léo. Il était là. Il était venu seul dans la cuisine, ce qu'il ne faisait jamais. Il y avait quelque chose dans ses yeux. De l'inquiétude, peut-être. Il ne comprenait pas exactement ce qui se passait, mais il savait que Chloé était triste. Il ouvrit sa main et lui tendit un papier plié. C'était un dessin qu'il avait fait plus tôt. Un simple cœur rouge, un peu de travers,
mais dessiné avec une application évidente. Chloé s'effondra, prit le papier, le serra contre sa poitrine et pleura pour de bon. Léo resta là, sans tout à fait comprendre, mais présent. Stéphane apparut à la porte de la cuisine et assista à la scène. Son fils, qui n'avait jamais montré d'affection à personne, essayant de réconforter quelqu'un. La honte qu'il ressentit fut une douleur physique. Il aurait dû la protéger. Il aurait dû faire taire sa mère, mais il était un lâche. Chloé essuya ses larmes. Elle sourit à Léo. « Merci, mon grand. Je vais le garder pour toujours. » Elle regarda Stéphane, dont les yeux criaient des excuses qu'il ne pouvait pas prononcer, mais Chloé ne répondit pas. Elle se remit simplement au travail. Plus tard dans la soirée, après que tout le monde soit parti, Stéphane s'assit seul dans le salon et alluma la télévision. Les informations. L'entrepreneur Stéphane Leroy signe un contrat de 50 millions d'euros avec des investisseurs internationaux pour l'expansion de son application de santé. Stéphane ne ressentit même pas un frisson de fierté. 50 millions, et il était incapable de rendre son propre fils heureux. Il éteignit la télévision et alla se coucher, mais il ne pouvait s'empêcher de penser au dessin du cœur de Léo, et à la femme humble qui enseignait à son fils ce que personne d'autre n'avait pu lui apprendre. L'amour. 2 jours plus tard, un lundi matin, Manon Leroy était assise sur le canapé usé de son appartement de location en province. L'endroit était petit, 1-2 pièces. Cuisine minuscule, meubles dépareillés. Rien à voir avec la grande maison où elle avait vécu. La table basse était couverte de factures en retard. Électricité, eau, loyer. Tout était dans le rouge. Manon regarda autour d'elle et soupira. Comment en était-elle arrivée là? 2 ans s'étaient écoulés depuis son divorce avec Stéphane. À l'époque, elle pensait que tout irait bien. Sa carrière de mannequin allait décoller, elle gagnerait son propre argent, elle vivrait la grande vie. Ça n'avait pas marché. Quelques petites campagnes, quelques défilés mineurs, rien de majeur. À 33 ans, les agences voulaient des filles plus jeunes. Sa carrière était terminée avant même d'avoir commencé. Elle avait dépensé tout son argent en chirurgie esthétique, en vêtements de marque, en fait. Un investissement, pensait-elle. Un gaspillage, s'était-il avéré. Maintenant, elle était fauchée. C'est alors qu'elle prit le magazine sur la table. En couverture, la photo de Stéphane. Sourire confiant, costume impeccable. L'entrepreneur qui venait de signer un contrat de 50 millions. Manon lut l'article. Application de santé, expansion internationale, nouveau bureau. Il nageait dans l'argent. Elle regarda de nouveau son appartement minable, ses factures impayées, sa vie ratée. Et puis une idée germa. Elle prit son téléphone et composa un numéro. Maître Lambert? C'est Manon Leroy. J'ai besoin d'un rendez-vous. Urgent. Manon. Ça fait longtemps. Que puis-je pour vous? Je veux la garde de mon fils. Un silence à l'autre bout du fil. Vous l'avez abandonné il y a 2 ans. Ce sera très difficile. Je ne l'ai pas abandonné, dit Manon, sa voix maintenant douce, maîtrisée. J'étais malade. Dépression postpartum. Je ne pouvais pas m'occuper de lui, vous le savez. Mais maintenant je suis guéri, je vais mieux, et je veux mon fils. Avez-vous des rapports médicaux? Je peux les obtenir, maître. Ça va coûter cher. Manon regarda la photo de Stéphane dans le magazine. J'ai de quoi payer. Ne vous inquiétez pas. 3 jours plus tard, un jeudi après-midi, la sonnette retentit. Chloé passait dans le couloir. Valérie était sortie avec Léo, alors c'est elle qui alla ouvrir. Devant elle se tenait une femme magnifique, longs cheveux lisses, maquillage parfait, vêtements coûteux, mais avec quelque chose de froid dans le regard. « Qui êtes-vous » demanda la femme sèchement. « Je travaille ici, madame. » Ah. La femme toisa Chloé de la tête aux pieds. La bonne. Appelez Stéphane. Chloé frissonna. « Oui, madame. » Elle monta en courant et frappa à la porte du bureau. « Monsieur Leroy, il y a une dame en bas pour vous. »« Quelle dame ?»« Je ne sais pas, monsieur. Elle a demandé à vous voir. »
Stéphane descendit et s'arrêta à mi-chemin de l'escalier. Son visage devint blême. Manon. Salut, Stéphane. Elle entra sans y être invitée. Stéphane referma la porte. Sa voix était dure. Que veux-tu? Je suis venu voir Léo. Le voir? Tu as eu 2 ans pour le voir. Manon soupira. J'étais malade, en dépression. Il me fallait du temps pour me soigner. Maintenant, je suis de retour. À ce moment-là, un bruit se fit entendre à l'étage. Manon leva les yeux et vit Léo dans les bras de Chloé. Ils étaient sur le palier, regardant en bas. L'expression de Manon changea. Ce n'était pas de l'amour. C'était autre chose. Qui est avec mon fils? C'est Chloé. Elle travaille ici. Elle travaille ici, ou elle vit ici? Elle a l'air très à l'aise. Elle s'occupe très bien de lui. Manon ricana. J'imagine. Quel employé de maison ne s'occuperait pas bien du fils de son patron millionnaire? Stéphane serra les poings. Pars, Manon. Je pars. Mais je suis venu te prévenir. Je vais demander la garde partagée. J'en ai le droit. Je suis sa mère. N'y pense même pas. Ce n'est pas toi qui décides, chérie. C'est un juge. Et les juges sont toujours du côté de la mère. Tu dis que je l'ai abandonné. Je dis que j'étais malade. Je le prouverai. Et je prouverai aussi que tu es négligent. Laisser une employée de maison sans qualification s'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. Stéphane sentit un frisson glacial le parcourir. Mon avocat te contactera. Manon se dirigea vers la porte. On se voit au tribunal. Elle partit. Stéphane resta là, abasourdi. Chloé descendit lentement avec Léo. Le garçon était effrayé. Il ne se souvenait pas bien de sa mère, mais il sentait la mauvaise énergie. C'était qui, monsieur? Stéphane prit une profonde inspiration. Mon ex-femme. La mère de Léo. Les yeux de Chloé s'écarquillèrent. Et elle n'est pas venue le voir? Stéphane regarda par la fenêtre. Elle est venue déclarer la guerre. Les semaines suivantes, Manon agit rapidement. Son avocate déposa une demande de droit de visite provisoire. Elle argua que c'était son droit de mère, qu'elle était guérie, qu'elle était apte. Stéphane engagea le meilleur avocat en droit de la famille qu'il connaissait, maître Jean Moreau, un homme de 60 ans, expérimenté, qui avait gagné des centaines de cas. Nous contesterons tout, mais un juge pourrait accorder des visites supervisées en attendant le procès. La loi favorise la mère, surtout si elle peut prouver une maladie passée. Stéphane frappa du poing sur la table. Pendant ce temps, Manon commença à attaquer sur tous les fronts. Elle l'appelait tard le soir. J'ai entendu dire qu'une femme de ménage s'occupe de Léo. C'est de la négligence, tu sais? Elle passe beaucoup de temps là-bas, n'est-ce pas? Intéressant. Stéphane raccrochait, furieux. Elle répandait des rumeurs, envoyait des messages. Tu lui fais confiance? Une étrangère? Et si elle ne voulait que ton argent? Lentement, le poison du doute commença à s'infiltrer. Pas que Stéphane le croyait, mais le doute est comme une mauvaise herbe. 2 semaines plus tard, il rentra plus tôt à la maison. Il trouva Chloé dans la cuisine, donnant un goûter à Léo. Ils riaient tous les deux. Enfin, Léo ne riait pas vraiment, mais il émettait des sons de contentement. Il était heureux. Stéphane les regarda depuis la porte. Elle était si dévouée, si affectueuse. Mais la voix de Manon résonnait. Et si elle ne voulait que son argent? La voix de sa mère aussi. Ces filles modestes ont toujours des arrière-pensées. Il secoua la tête. Non, Chloé n'était pas comme ça. Mais le doute subsistait. Chloé, je peux vous parler? Elle s'essuya les mains. Bien sûr, monsieur. Dans le salon, Stéphane était mal à l'aise. Je ne veux plus que vous fassiez ça. Chloé était confuse. Faire quoi? Vous occuper de Léo. Ce n'est pas votre travail. Les mots la frappèrent comme une gifle. Mais il en a besoin. Je vous paie pour nettoyer. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé.
Je suis désolé. Ça ne se reproduira plus. Un silence terrible s'installa. Stéphane regrettait déjà ses paroles, mais il ne savait pas comment les retirer. Faites attention. Les gens pourraient mal interpréter. Chloé baissa la tête. Je comprends, monsieur. Elle retourna à son travail, le cœur brisé. Cette nuit-là, seule dans sa chambre, elle pleura, songeant à démissionner. Mais ensuite, elle pensa à sa mère malade, aux factures, aux médicaments. Et elle pensa à Léo, à la façon dont il tenait sa main, à son quasi-sourire quand elle chantait. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle décida de rester, mais elle garderait ses distances. Elle ne serait que la femme de ménage. Les jours suivants, Chloé essaya. Elle nettoyait en silence, ne chantait plus. Quand Léo s'approchait, elle souriait, mais ne jouait plus avec lui. Léo ne comprenait pas. Il devint agité, la cherchait, et les crises revinrent. C'était dur. Chaque fois que Léo s'approchait, son cœur se brisait, mais elle maintenait la distance. Stéphane voyait tout et se détestait. Il avait tout gâché. Il avait blessé les deux personnes les plus importantes pour lui, mais son orgueil l'empêchait de s'excuser. C'était un vendredi après-midi, 3 semaines après cette conversation, quand la sonnette retentit. Chloé répondit. C'était un huissier de justice. Une convocation pour monsieur Stéphane Leroy. Elle prit l'enveloppe et la lui apporta. Stéphane l'ouvrit, les mains tremblantes. Il lut, et son visage devint cireux. Manon avait obtenu un droit de visite. Le week-end suivant. Léo devrait passer le week-end avec sa mère. Chloé vit son expression de loin et sentit son propre cœur se serrer. Léo apparut dans la pièce. Il ne savait encore rien, mais il sentait que quelque chose n'allait pas. Stéphane regarda son fils. Comment allait-il lui dire qu'il devait passer 2 jours avec une femme qu'il connaissait à peine? Stéphane regarda la convocation, puis son fils, puis Chloé. Le week-end prochain, Léo irait avec Manon, et personne ne pouvait rien y faire. Une semaine plus tard, le vendredi après-midi, la voiture de Manon se gara devant la maison. Une voiture de luxe de location, tout pour les apparences. Stéphane faisait la valise de Léo. Valérie avait tout préparé avec soin, mais il jetait des vêtements en vrac dans un sac à dos. Il était trop nerveux. Chloé regarda de loin, le cœur lourd. Elle savait qu'elle devait garder ses distances, mais c'était insupportable. Elle s'approcha lentement. « Monsieur Leroy, je peux aider ?» Il la regarda, conscient de la barrière qu'il avait érigée entre eux, mais il jeta un coup d'œil au sac en désordre et céda. « S'il vous plaît. » Chloé prit le sac et réorganisa tout méticuleusement. Des vêtements doux pour ne pas irriter sa peau. Ses jouets préférés. Une liste détaillée qu'elle avait écrite. « Peut-être que ça aidera, » dit-elle en lui tendant la liste. Tout ce qu'il aime. Ce qu'il faut éviter. Les horaires. Merci. Manon entra sans frapper. Air supérieur. On est prêt, ou on va y passer la journée? Stéphane descendit l'escalier, Léo dans ses bras. Le garçon s'agrippait à son père, sentant que quelque chose n'allait pas du tout. Léo, tu vas passer le week-end avec ta maman, d'accord? Léo regarda Manon, sans vraiment la reconnaître, et se recroquevilla, enfouissant son visage dans le cou de son père. Viens, mon chéri. Maman t'a manqué. Manon tendit les bras, avec un sourire répété. Léo secoua la tête. Il ne voulait pas. Léo, fils, viens. Stéphane essaya de nouveau, la voix étranglée. Le garçon chercha le regard de Chloé, un appel à l'aide dans ses yeux. Chloé s'accroupit, le cœur en miettes. Tout ira bien, Léo. Tu reviens dimanche. Mais elle n'y croyait pas elle-même. Stéphane passa son fils à Manon. Léo se mit à pleurer, un pleur silencieux, les larmes coulant sur ses joues. Oh, quel drame, soupira Manon. Chloé lui tendit le sac à dos. Tout est dedans. Et la liste, s'il vous plaît, lisez-la. Oui, oui. Manon ne jeta même pas un coup d'œil. La voiture s'éloigna. Léo regardait par la vitre arrière, les larmes traçant des sillons sur son visage. Chloé éclata en sanglots sur le seuil.
Stéphane monta dans son bureau et ferma la porte. Le week-end commençait. Vendredi soir, Manon arriva à son appartement avec Léo. 2 pièces, vieux meubles, une odeur de renfermé. Reste là. Je suis fatigué. Elle mit Léo dans la plus petite chambre, alluma la télévision et ferma la porte. Léo était perdu. Tout était étrange. Les odeurs, les sons, l'absence de Chloé. Dîner. Manon réchauffa un plat préparé industriel au micro-ondes. Ail, oignon, une odeur forte qui agressa Léo. Mange. L'odeur était trop forte. Oh, dépêche-toi. Je ne vais pas te faire un plat spécial. Il ne mangea pas. Il resta assis, affamé. 22 heures. Léo essaya de dormir, mais le matelas était dur. L'oreiller avait une odeur bizarre. Le son de la télévision du salon était trop fort. Il commença à s'agiter, les mains sur les oreilles. Trop de bruit. Sa tête commença à cogner contre l'oreiller. Doucement d'abord, puis plus fort. Manon l'entendit et entra, agacée. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrête. Léo n'arrêta pas. Il ne pouvait pas. La crise montait, puissante. Je t'ai dit d'arrêter. Il se mit à crier. Un son aigu, désespéré. Super. Maintenant tu vas réveiller tout l'immeuble. Elle essaya de le maîtriser, mais Léo se débattit. Manon abandonna. Elle le repoussa dans la chambre et ferma la porte à clé de l'extérieur. Tu resteras là jusqu'à ce que tu te calmes. Léo pleura seul dans le noir toute la nuit. Manon but du vin dans le salon, prit son téléphone et appela une amie. Non, c'est super dur, mais ce n'est qu'un week-end, hein. Je vais gérer. Au moins, ça en vaudra la peine à la fin. Manon soupira. Oui. Ça en vaudra la peine. Le samedi ne fut pas mieux. Léo resta isolé, affamé, effrayé. Dimanche matin, elle lui fit une toilette rapide, l'habilla, sans même le coiffer. Allez, ton père attend. À 20 heures, avec 2 heures de retard, elle sonna à la porte. Stéphane ouvrit et sentit son estomac se nouer. Léo était dévasté. Cerne sous les yeux, vêtements sales et froissés, des égratignures sur les bras à force de se frapper, les cheveux en bataille, une odeur de sueur et de peur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cria presque Stéphane. Il a eu des crises. Impossible de le contrôler, dit-elle comme si de rien n'était. Tu as essayé de le calmer? J'ai essayé. Ça n'a pas marché. Ce n'est pas ma faute. Sa voix était dangereuse. Tu sais à quel point il est difficile. Stéphane serra la mâchoire. Pars. Je pars. Je viendrai le chercher la semaine prochaine. Elle jeta le sac à dos par terre et partit. Stéphane prit son fils dans ses bras. Il tremblait. Chloé, qui avait attendu dans le salon, anxieuse tout le week-end, accourut en voyant l'état de Léo. Mon Dieu! Il la vit et se jeta dans ses bras, laissant enfin échapper les larmes qu'il avait retenues. Un cri primal, désespéré, qui aurait brisé n'importe quel cœur. Je suis là, mon grand. Je suis là. Chloé le serra fort, pleurant avec lui. Elle l'emmena dans la salle de bain, le déshabilla avec soin, prépara une eau tiède, et tout en chantant doucement, elle le lava lentement, avec tout l'amour du monde. Stéphane regarda depuis la porte, et il comprit enfin. Manon n'avait jamais aimé ce garçon. Pas une seule seconde. Et cette femme, qui tenait son fils dans ses bras, l'aimait plus que sa propre mère. Léo finit par se détendre, ferma les yeux, épuisé, et s'endormit dans ses bras. Chloé continua de le bercer, ses larmes tombant sur ses cheveux mouillés. Stéphane sentit la culpabilité l'étreindre. Il avait douté d'elle. Il l'avait repoussée alors qu'il avait le plus besoin d'elle. C'était la plus grosse erreur qu'il pouvait commettre. Lundi et mardi furent des jours très difficiles. Léo ne mangeait pas, refusant tout. Il secouait la tête, détournait le visage. Il dormait mal, se réveillant en pleine nuit, en sueur, en pleurs. Il faisait des cauchemars. Les crises revinrent avec une violence qu'on n'avait pas vue depuis des semaines. Mains sur les oreilles, cris, se jetant par terre.
Il ne se calmait qu'avec Chloé, et même avec elle, cela prenait plus de temps qu'avant. Le mercredi matin, le pédiatre vint, examina Léo en profondeur et posa des questions sérieuses. Monsieur le roi, l'enfant présente des signes de traumatisme. Que s'est-il passé pendant cette visite? Stéphane lui raconta tout ce qu'il savait. Le médecin secoua la tête, inquiet. Il a besoin d'une évaluation psychologique d'urgence, et il ne peut pas revivre ça. Je vous assure qu'il ne le revivra pas. Vous êtes sûr? Parce que si j'obtiens un rapport, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher une autre visite. Le mercredi soir, après que Léo se soit enfin endormi, Stéphane appela Chloé dans son bureau. Chloé. Je dois vous présenter mes excuses. Elle regarda le sol. Ce n'est pas la peine, monsieur. Si. C'est la peine. Douter de vous a été la chose la plus stupide que j'ai jamais faite. Les larmes montèrent à ses yeux. Vous ne faisiez que protéger Léo. Non. J'avais peur. Un silence lourd s'installa. Stéphane ne pouvait pas prononcer les mots. Peur de ressentir ce qu'il ressentait pour elle. Peur de faire la même erreur. Elle n'a jamais voulu essayer, finit-il par dire. Un autre silence. Ils se regardèrent. Je vais me battre contre elle. Je vais utiliser tout ce que j'ai. Et si ça ne marche pas? Ça marchera. Il le faut. Il prit une profonde inspiration. Mais j'aurai besoin de votre aide. La mienne? Vous avez vu comment il est revenu. Vous vous êtes occupé de lui. Si nécessaire, pourriez-vous dire ça devant un tribunal? Chloé pâlit. Témoigner? Je sais que c'est beaucoup demandé. Ce n'est pas ça. C'est juste que... Je ne suis que la femme de ménage. Me croiront-ils? Je vous crois. C'est tout ce qui compte. Elle essuya une larme. Je ferai n'importe quoi pour Léo. N'importe quoi. Je sais. Merci. Pour la première fois depuis longtemps, Stéphane lui toucha la main. Juste une seconde. Mais Chloé sentit un courant électrique lui parcourir le bras. Le jeudi matin, très tôt, le téléphone sonna. Stéphane répondit, encore endormi. C'était son avocat. Il écouta, silencieux, son visage se tendant de plus en plus. Il descendit dans le couloir, où Chloé, déjà levée, se dirigeait vers la chambre de Léo. Monsieur le roi, que se passe-t-il? Il la regarda, la voix lourde. Manon a modifié sa demande. Elle veut maintenant la garde exclusive. Exclusive? Elle dit que je suis négligent, que je laisse des personnes non qualifiées s'occuper de lui. Chloé sentit le monde tourner. À cause de moi. Ce n'est pas à cause de vous. Elle utilisera tout ce qu'elle trouvera. Mais... Peut-elle? Peut-elle vous l'enlever? Stéphane ne répondit pas tout de suite, car il ne connaissait pas la réponse, et ce silence les effraya tous les deux plus que n'importe quel mot. Le mardi matin, Manon composa un numéro qu'elle avait noté, Service de protection de l'enfance, je voudrais faire un signalement. Je vous écoute. Il y a un enfant autiste qui est pris en charge par une employée de maison non qualifiée au domicile de l'homme d'affaires Stéphane Leroy. Je pense qu'il y a négligence. Puis-je avoir votre nom? Je préfère rester anonyme. Mais s'il vous plaît, vérifiez. Je suis inquiète pour l'enfant. Elle raccrocha en souriant. Ensuite, elle appela un petit bureau du centre-ville. J'ai besoin d'engager un détective. Quel genre d'enquête? Je veux des photos de l'employé de maison et de mon ex-mari. N'importe quoi qui semble compromettant. Je comprends parfaitement. Le jeudi après-midi, 2 jours après le signalement, 2 assistantes sociales des services de protection de l'enfance se présentèrent à la porte. Chloé répondit, le cœur battant déjà la chamade. Service de protection de l'enfance. Nous devons parler au responsable de l'enfant. Stéphane descendit rapidement. En quoi puis-je vous aider? Nous avons reçu un signalement concernant un personnel non qualifié s'occupant d'un enfant avec des besoins spéciaux. Les assistantes interrogèrent Chloé dans le salon. Le ton était formel, mais pas agressif. Quelle est votre formation, mademoiselle Dubois? Le baccalauréat.
Université? Non, madame. Formation technique, spécialisation en soins à l'enfance? Non. Et vous vous occupez de l'enfant régulièrement? J'aide quand il en a besoin. Êtes-vous payé pour cela? Non. Ce n'est pas mon travail. Les assistantes prirent des notes, le visage neutre. Elles évaluèrent la maison. Impeccable. La chambre de Léo, organisée. Jouets adaptés à son âge et à sa condition. Elles évaluèrent le garçon. Léo était calme, avec Valérie, sur le canapé. Quand les assistantes tentèrent de l'approcher, il devint visiblement mal à l'aise. Il a du mal avec les nouvelles personnes, expliqua doucement Valérie. Plus de notes. Stéphane présenta le dossier complet. Rapports médicaux, reçus des thérapies, rapport de progrès. Monsieur Leroy, nous voyons que vous employez des professionnels qualifiés. Mais cet employé a assumé un rôle qui dépasse ses qualifications. Elle a aidé mon fils quand personne d'autre ne le pouvait. Nous comprenons. Mais notre recommandation officielle sera la suivante, Mademoiselle Dubois doit s'en tenir exclusivement à ses tâches de nettoyage. Pour les soins à l'enfant, seuls des professionnels certifiés doivent être engagés. Stéphane savait qu'il ne pouvait pas argumenter. S'il refusait maintenant, il perdrait le procès. Je m'en occuperai. À partir de ce jour, tout changea. Chloé avait maintenant des ordres clairs. Elle pouvait nettoyer la maison, mais elle ne pouvait plus jouer avec Léo. Ni lui donner son bain. Ni l'aider pendant une crise. Bonjour, Léo. Bon après-midi, Léo. C'était une torture de l'entendre pleurer à l'étage et de ne pas pouvoir monter. Elle nettoyait en pleurant. Chaque sanglot de l'enfant était un couteau dans son dos. Léo ne comprenait pas. Il la cherchait, la trouvait dans une pièce et s'approchait d'elle. Il lui tirait la main. Il voulait jouer comme avant. Chloé s'accroupit à sa hauteur, des larmes coulant sur ses joues. Je ne peux plus, mon chéri. Je suis désolé. Elle retira doucement sa petite main. Léo ne comprenait pas. Il resta là, au milieu de la pièce, complètement perdu. Un peu plus tard, il prit du papier et des crayons, fit un dessin d'elle, le montra à Valérie, à son père, puis revint le montrer à Chloé. Personne ne dit rien, mais tout le monde comprenait. Il voulait qu'elle revienne. Stéphane prit le dessin des mains de son fils, regarda Chloé, puis le dessin, et sentit sa poitrine se serrer au point de ne plus pouvoir respirer. Plus tard, seule dans sa chambre, Chloé pleura sans s'arrêter. Je n'aurais jamais dû m'approcher autant, se dit-elle. Je savais que ça finirait mal. Mais au fond, elle savait qu'elle n'aurait pas pu faire autrement. Le dimanche matin, une autre lettre arriva. Stéphane l'ouvrit. Ses mains tremblaient en la lisant. Manon avait obtenu une autre visite autorisée. Le week-end suivant. Léo devait y retourner. Quand le garçon l'entendit, quand il comprit ce qui allait se passer, il paniqua. Il se mit à pleurer, à crier, se jeta par terre, se frappant la tête violemment contre le tapis. La crise fut intense, terrifiante. Valérie essaya d'aider, en vain. Elle resta là, paralysée, le regardant se faire du mal. Stéphane prit son fils, mais Léo se débattit si fort que pour la première fois de sa vie, un son articulé sortit. Les mots n'étaient pas clairs, mais l'intention l'était. Non. Non. Tout le monde se figea. Les yeux de Stéphane s'écarquillèrent. Chloé, qui avait accouru au bruit, mit une main sur sa bouche. Il essayait de parler. Stéphane, murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. C'est la première fois en 5 ans. Léo continua, non. 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 C'était maladroit, difficile, mais c'était une vraie communication. Son désespoir était si grand qu'il brisait des barrières qu'il n'avait jamais franchies. Il fallut près de 2 heures pour le calmer. Quand il s'endormit enfin, il était épuisé, en sueur et tremblant. Stéphane regarda son fils dormir et prit une décision. Il ne laisserait plus jamais ça arriver. Il ferait tout ce qu'il faudrait. Absolument tout. Le lundi matin, Stéphane décrocha son téléphone et appela un bureau discret du centre-ville. « J'ai besoin d'engager un détective privé. »« De quoi s'agit-il ? » « Je veux que vous suiviez mon ex-femme. »
Elle a un droit de visite avec mon fils le week-end. J'ai besoin de preuves de ce qui se passe quand elle est seule avec lui. Je comprends. Photos, vidéos, n'importe quoi. Tout ce qui prouve la négligence. Le détective était un homme d'une soixantaine d'années, un ancien policier, un expert. Jacques Bernard. J'ai besoin de détails. Adresse, horaire, description physique. Stéphane lui donna tout. Pour le paiement, le montant n'a pas d'importance. J'ai besoin de ces preuves. Nous commençons dès demain. Le vendredi arriva trop vite. Manon vint chercher le garçon. Léo ne voulait absolument pas y aller. Quand il comprit qu'il devait monter dans la voiture, il se cacha sous une table. Stéphane dut se glisser sous la table pour le sortir. Ils pleuraient tous les deux. Juste 2 jours, mon fils. Tu reviendras. Je te le promets. Manon le prit avec impatience. Allons-y. La voiture démarra. Le détective était déjà en place. Il les suivit à distance. Vendredi soir, Manon rentra à son appartement avec Léo. Une baby-sitter attendait. Pendant 2 heures, tout sembla parfait. Manon joua avec son fils. La baby-sitter aida. Il ressemblait à une famille heureuse. Mais dès que la baby-sitter fut partie, le cauchemar recommença. Le détective était positionné dans un immeuble de l'autre côté de la rue. Il avait loué un appartement vide juste pour avoir un bon angle. Il réussit à prendre des photos claires à travers la fenêtre. Léo seul dans sa chambre, une tablette entre les mains, des snacks sur ses genoux. Le vendredi soir, Manon sortit. Le détective la suivit jusqu'à un bistrot, prenant des photos d'elle buvant avec des amis, riant, dansant. Léo était resté seul dans l'appartement, enfermé à clé. Le samedi matin, Manon se rendit dans un grand magasin, achetant des jouets, des chapeaux et des vêtements pour enfants. Le détective trouva cela étrange mais continua de la suivre. Elle retourna à l'appartement, déballa tout devant Léo. « On va prendre quelques photos, mon chéri. » Elle força le garçon à tenir les jouets et à sourire. Léo était visiblement mal à l'aise, essayant de se détourner, mais elle réussit à prendre quelques clichés qui, avec le bon angle, le faisaient paraître heureux. Elle les posta sur les réseaux sociaux. « J'aime ce garçon plus que tout. » Les commentaires affluèrent. « Quel amour. Superbe famille. » Le détective fit des captures d'écran de tout. Peu après, Manon retourna au grand magasin, rendit tout ce qu'elle avait acheté et se fit rembourser. Le dimanche matin, le détective obtint l'enregistrement le plus crucial. Manon était sur le balcon de l'appartement, la porte ouverte, parlant sur son portable. Il était dans l'appartement loué, avec un micro directionnel. Il put enregistrer. « Écoute, ce n'est pas facile, mais c'est seulement jusqu'à ce que j'obtienne la garde. » L'ami répondit quelque chose. « Oui, et ensuite je le mettrai dans une clinique et ce sera réglé. Je n'aurai pas besoin de le voir tous les jours. » Le détective enregistra chaque mot. Le dimanche soir, il avait des photos compromettantes, des vidéos de l'appartement, des captures d'écran des réseaux sociaux, et l'enregistrement de l'aveu. Le lundi matin, il se présenta à la maison et tendit une clé USB à Stéphane. Tout est là. Stéphane la brancha sur son ordinateur. Il regarda chaque photo, écouta l'enregistrement. La colère monta en lui, si forte qu'il en tremblait. C'est à ce moment que Chloé entra dans le bureau. « Monsieur le roi, vous devez voir quelque chose. » Elle tenait son portable. « Ouvrez l'Instagram de Manon. Regardez les photos qu'elle a postées. » Stéphane vit les publications de Bonheur Fin avec Léo, puis regarda les photos du détective, prises au même moment. Léo seul dans sa chambre. Manon au bistrot. Le détective regarda aussi. Ça, plus ce que j'ai réussi à obtenir. Elle n'a aucune chance. Stéphane regarda toutes les preuves étalées sur la table, regarda Chloé, regarda le détective et, pour la première fois depuis des semaines, ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Demain, je vois mon avocat. Nous allons tout préparer. Il regarda par la fenêtre, les poings serrés. Manon ne savait pas ce qui l'attendait. Le mardi matin, 10 jours avant l'audience, dans le cabinet de maître Jean Moreau. Grand bureau, vue sur un boulevard animé.
Stéphane arriva avec une mallette pleine de documents. Le détective, Jacques, était là aussi. Maître Moreau, la soixantaine, cheveux poivre et sel, mit ses lunettes de lecture. 30 ans d'expérience en droit de la famille, il avait tout vu. Monsieur Leroy, monsieur Bernard, asseyez-vous. Stéphane étala le contenu de sa mallette sur le bureau. L'avocat commença à analyser les photos, les captures d'écran, les messages. Il s'arrêta sur une image, Léo seul dans sa chambre, une tablette entre les mains, pendant que Manon est dans un bistrot. C'est un abandon pendant un droit de visite. Elle l'a laissé seul pour aller boire. Il continua de tourner les pages, regardant les publications sur les réseaux sociaux, puis les reçus de retour des jouets. Une mise en scène complète. Il écouta l'enregistrement du balcon. Quand il eut tout examiné, il retira ses lunettes et se massa l'arête du nez. C'est très solide. Assez pour gagner? Se pencha Stéphane. C'est fort, oui, mais ça ne suffira peut-être pas. Elle plaidera la dépression, le traitement, le changement. Nous avons besoin de plus. Mais quoi? Elle a abandonné le garçon. Je sais, Stéphane. Mais le juge a besoin du contexte complet. Des témoins qui peuvent parler de la routine, des progrès de Léo, de son état après les visites. J'ai la nounou, Valérie, le pédiatre, le thérapeute, l'enseignante de la maternelle. Parfait. 4 témoins crédibles. Il fit une pause et arriva au point crucial. Et Chloé? Exactement. Elle a tout vu. Elle s'est occupée de lui quand il est revenu brisé. C'est un témoin essentiel. Maître Moreau devint sérieux. Mais elle doit savoir qu'elle sera attaquée. L'avocate de votre ex-femme, Maître Sandrine Lambert, est agressive. Elle remettra tout en question. Ses qualifications, ses motivations, votre relation. Est-ce que Chloé est prête? Je l'espère. Parce qu'elle doit l'être. L'avocat referma le dossier. Planifions des répétitions. Elle doit être solide. Ce soir-là, Stéphane parla à Chloé. Ils étaient assis dans le salon après que Léo se soit endormi. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Je suis sûr. Ce ne sera pas facile, Chloé. L'avocate de Manon ne lui fera aucun cadeau. Je peux le supporter. Elle dira que vous voulez mon argent, que nous avons une liaison, elle essaiera de vous humilier. Chloé rougit. Mais ce n'est pas le cas. Je le sais. Vous le savez. Mais elle fera en sorte que ça y ressemble. Un silence tendu. Stéphane la regarda. Ses cheveux tirés en arrière, ses vêtements de travail, ses mains usées par le labeur, et il sentit cette contraction dans sa poitrine, ce sentiment qu'il n'avait pas eu depuis des années. Chloé. Il faillit le dire. Faillit lui dire qu'il pensait à elle tout le temps, qu'il ne pouvait pas imaginer la maison sans elle, que peut-être l'avocate n'avait pas tout à fait tort. Mais il ne le fit pas. Pas encore. Merci de faire ça. C'est pour Léo, dit-elle en se détournant. Ils savaient tous les deux que ce n'était plus seulement pour Léo. 3 jours plus tard, un jeudi soir, 1 semaine et demie avant l'audience, le téléphone de Stéphane sonna. Numéro masqué. Allô, Stéphane. C'était la voix de Manon, différente, presque mielleuse. Que veux-tu? Je viens avec une proposition. Un accord. Je n'ai rien à négocier avec toi. Écoute-moi avant de refuser. J'abandonne tout. La garde, les visites. Tu peux garder Léo. Je ne t'embêterai plus jamais. Stéphane fronça les sourcils. En échange de quoi? 50 000 € par mois. Tu es folle? Pense-y. Tu gagnes presque 2 millions par mois avec tes applications. 50 000, ce n'est rien. Et je disparais pour toujours. C'est du chantage. C'est une solution intelligente. Parce que si on va au tribunal, ça va être moche pour tout le monde. Surtout pour toi. J'ai quelques photos intéressantes, moi aussi. Ta petite bonne qui quitte ta maison au milieu de la nuit à plusieurs reprises. Stéphane sentit son sang se glacer. Elle aussi avait un détective. Pense à mon offre. Tu as 1 semaine. Elle raccrocha.
Stéphane fixa le téléphone, vide. Chloé apparut à la porte pour chercher de l'eau. Quelque chose ne va pas? Il la regarda. Il pensa à toutes les choses horribles qui pourraient être dites, aux mensonges que Manon pourrait inventer. Mais il prit sa décision. Rien d'important n'allait se passer. Il ne négocierait jamais avec quelqu'un qui avait abandonné son propre enfant. Peu importe le prix. Le dimanche, 8 jours avant le procès, Stéphane emmena Léo au parc public. Il avait besoin d'air. Le garçon se balançait doucement. Il ne souriait pas, mais il avait l'air calme. Stéphane le poussait doucement. La semaine prochaine, mon fils, nous irons dans un endroit. Des gens voudront en savoir plus sur toi. Mais tu n'as pas à avoir peur. Papa sera là. Et Chloé aussi. Le garçon ne semblait pas comprendre, mais il sentait l'anxiété de son père. Cette nuit-là, Stéphane ne dormit presque pas. Le mardi, 6 jours avant, Chloé arriva au cabinet de Maître Moreau à 14 heures. Les paumes moites, l'estomac noué. Il l'accueillit gentiment. Préparez-vous à ce qui va arriver. Vous serez à la barre des témoins. Mon collègue et moi vous poserons des questions sur Léo, sur ce que vous avez observé, comment il était en revenant des visites. D'accord. Ensuite, l'avocate de l'autre partie vous interrogera. Et c'est là que ça deviendra difficile. Elle vous attaquera personnellement. Votre salaire, votre éducation, votre famille, votre relation avec Stéphane. Elle insinuera que vous avez une liaison, que vous utilisez Léo pour grimper dans l'échelle sociale. Mais ce n'est pas vrai. Je le sais. Mais son travail est de faire croire que c'est le cas. Comment dois-je réagir? Restez calme et honnête. Respirez profondément, regardez-la et dites votre vérité. Ils répétèrent pendant près de 2 heures. Maître Moreau posait des questions dures, le genre exact que Maître Lambert poserait. Au début, Chloé se figea, bégaya, puis pleura. Je ne peux pas. Une demi-heure plus tard, elle allait un peu mieux. Elle répondait plus fermement. Toujours nerveuse, mais mieux. Le jeudi, ils répétèrent à nouveau. Cette fois, elle fit mieux. Elle répondait avec plus d'assurance. Elle tremblait encore, mais elle retenait ses larmes. Le samedi, dernière répétition. Elle répondait maintenant presque sans hésitation. Vous êtes prête, confirma l'avocat. Chloé voulait le croire. Le lundi matin, la veille du procès, elle se réveilla à 5 heures. Elle avait à peine dormi. Elle prit une longue douche, attacha ses cheveux en un simple chignon. Elle alla à sa garde-robe. Elle ne pouvait pas aller au tribunal en uniforme. Elle sortit la seule tenue correcte qu'elle possédait. Un pantalon noir, une chemise blanche simple. Sobre mais digne. Elle se regarda dans le miroir. Elle avait l'air plus vieille, plus fatiguée. Je peux le faire, se dit-elle. À 8 heures, Stéphane vint la chercher. En montant dans la voiture, il vit la peur sur son visage. Il est encore temps de reculer. Jamais. J'ai promis. J'irai jusqu'au bout. Sur le chemin, un silence lourd. À un feu rouge, il dit, Chloé. Demain, il faudra beaucoup de courage. Mais je sais que vous en avez. Elle le regarda, les larmes aux yeux. J'ai peur. Tout le monde a peur. L'important est de ne pas laisser la peur gagner. Ils arrivèrent au tribunal pour finaliser les derniers détails. Dans le couloir, ils croisèrent Manon. Vêtements chers, maquillage parfait. Son avocate à ses côtés. Elle regarda Chloé et sourit. Un sourire de prédatrice. Chloé sentit son estomac se tordre, mais elle garda la tête haute. Demain, ce serait la guerre, et elle n'allait pas reculer. Le mercredi, 5 jours avant, Stéphane avait préparé le dîner. Rien de chic. Riz, steak, salade. Ils mangèrent dans la cuisine, pas dans la grande salle à manger froide. Ils parlèrent de leur enfance, de leurs rêves. Vous savez ce que j'ai toujours voulu faire? Demanda Chloé. Étudier pour devenir éducatrice, travailler avec des enfants ayant des besoins spéciaux. Il est encore temps. Je peux aider. Payer pour l'université. Ses yeux s'écarquillèrent.
Je ne pourrais pas accepter. Pourquoi pas? L'hôpital de votre mère. Rien n'est trop. C'est un investissement dans une personne extraordinaire. Ils se regardèrent un peu trop longtemps. On verra. Après le procès, d'accord? Le vendredi matin, Léo se réveilla en hurlant d'un cauchemar. Stéphane accourut, le trouva en sueur, tremblant. Chloé apparut à la porte. « Je peux aider ?» Stéphane savait que c'était contre les règles, mais son fils souffrait. « S'il vous plaît. » Chloé entra doucement. Elle s'assit sur le bord du lit et commença à chanter doucement. Léo se calma progressivement. Ils restèrent ainsi un long moment, tous les trois, unis dans la pénombre. Le samedi, la veille, Marie Leroy apparut sans prévenir. « Maman, quelle surprise! Je suis venue te parler. Demain, tu vas vraiment emmener cette fille au tribunal? Toute la ville en parlera. Laisse-les parler. Ne vois-tu pas? Cette fille profite de toi. Elle ne fait rien de tel. » Marie croisa les bras. « Alors dis-moi. L'aimes-tu? » Le silence fut une réponse. « Mon Dieu, Stéphane. Et si c'est le cas? Tu vas épouser la femme de ménage? Devenir la risée de tous? » Stéphane se leva, la voix ferme. « Tu sais quoi? Je préfère être une risée heureuse qu'un misérable respecté comme toi tu l'as toujours été. Je ne ferai pas la même erreur. » Marie prit son sac et claqua la porte en partant. Chloé avait entendu une partie de la dispute depuis la cuisine. « Je suis désolé d'avoir causé ça avec votre mère. » « Vous n'avez rien causé. C'est elle qui doit apprendre à vous respecter. » Ils se regardèrent. Stéphane fit un pas vers elle. « Chloé, je dois vous dire quelque chose. » Son portable sonna, brisant le moment. C'était son avocat. Quand il raccrocha, Chloé était partie dans sa chambre. Le moment était passé. Mais il y en aurait un autre, après le procès. Il le lui dirait. Il lui dirait tout. Le jeudi, 3 jours avant le procès, Chloé reçut un texto. Numéro masqué. Ce serait plus sage de ne pas vous présenter mardi. Vous pourriez le regretter. Elle le montra, tremblante, à Stéphane. C'est elle. Que dois-je faire? Rien. Elle est désespérée. Mais je ne laisserai rien vous arriver. Ni à vous, ni à votre mère. En 2 heures, il avait organisé une sécurité privée à l'hôpital où Monique était traitée. Personne ne l'approchera sans autorisation. Vous n'aviez pas à faire ça. Il la regarda droit dans les yeux. Vous faites partie de ma famille maintenant. Je protège ma famille. Le cœur de Chloé s'emballa. Famille. Le vendredi, il fit transférer Monique dans une chambre privée plus confortable. Il paya pour 6 mois d'avance. Il emmena Chloé rendre visite à sa mère. Monique n'en revenait pas. Ma fille, qu'est-ce que c'est que tout ça? C'est Stéphane. Il veut t'aider. La vieille femme regarda l'homme qui se tenait à la porte, puis sa fille, et elle comprit. Il t'aime, ma chérie. Ça se voit dans ses yeux. Maman, c'est mon patron. Et tu l'aimes aussi? Chloé ne nia pas. Mais les gens diront des choses horribles. Laisse-les parler. Qui connaît la vérité de ton cœur? Toi et lui. Le reste n'a pas d'importance. Chloé serra sa mère dans ses bras et pleura, libérant des semaines de tension. Sur le chemin du retour, Chloé dit, si nous perdons, il aura la garde. Nous ne perdrons pas. Mais si c'est le cas, je me battrai. J'irai jusqu'au bout. Je ne lui donnerai jamais mon fils. Et moi? Où suis-je dans tout ça? Vous êtes avec nous. Quand ils arrivèrent à la maison, il faisait nuit. Léo dormait déjà. Stéphane raccompagna Chloé à sa chambre. Reposez-vous. Il se tourna pour partir. Stéphane. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Il s'arrêta net, se retourna lentement. Vous m'avez appelé Stéphane. Je. Elle réalisa. C'était un lapsus. Non. C'est bien. Vous pouvez m'appeler comme ça tout le temps.
Il fit un pas de plus vers elle. Ils étaient si proches qu'ils se touchaient presque. Chloé, après le procès, nous devons parler. De nous. Son portable sonna de nouveau, brisant la magie. Il l'ignora, mais il continua de sonner. Répondez, murmura-t-elle. Il répondit, agacé. C'était l'avocate de Manon. Dernière offre, monsieur le roi. 40 000 par mois. Ma cliente abandonne tout. La réponse est non. La réponse sera toujours non. Il raccrocha. Quand il se retourna, Chloé avait fermé la porte de sa chambre. Un autre moment manquait. Mais mardi, après la victoire, ils auraient cette conversation. Il lui dirait tout. Lundi, la veille du procès. Stéphane se leva tôt, passant en revue tout pour la 1000e fois. Documents, preuves, liste des témoins. Tout était prêt. Chloé se leva aussi, un mélange de nerfs et de détermination. Ils prirent le café ensemble. Léo, sentant la tension, s'accrochait à eux plus que d'habitude. Demain sera un grand jour, mon fils, expliqua calmement Stéphane, mais ensuite ce sera fini, et nous reprendrons notre vie. Le soir, ils se dirent au revoir. On va gagner, promit-il. Elle sourit, fatiguée. Je vous crois. Aucun des deux ne dormit. Mardi, 10 heures du matin, le tribunal. Chloé et Stéphane entrèrent ensemble. Il portait un costume sombre, elle sa tenue simple mais digne. Le couloir était bondé. Les jambes de Chloé tremblaient. Ils virent Manon, appuyée contre un mur, parlant à son avocate. En les voyant, elle sourit. Un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Stéphane. Chloé. Ravi de vous voir. Il est encore temps d'accepter mon accord, tu sais? Ça éviterait toute cette situation embarrassante. La réponse est toujours non. Elle haussa les épaules. Alors faisons-le à la dure. Elle regarda Chloé de haut en bas. Bonne chance, ma chérie. Tu en auras besoin. Son avocate, maître Sandrine Lambert, s'approcha. Une femme d'une quarantaine d'années, tailleur gris, regard d'acier. Ils entrèrent dans la salle d'audience. Elle était plus petite que Chloé ne l'avait imaginé. La juge était déjà là. Maître Hélène Pacheco, une femme de 55 ans, cheveux courts, lunettes, une expression sérieuse. Bonjour à tous. Veuillez vous asseoir. Chloé s'assit sur un banc derrière Stéphane et son avocat. Manon était de l'autre côté. Nous sommes ici pour une affaire de garde. La plaignante, Madame Manon Leroy, demande la garde exclusive de l'enfant Léo Leroy, 5 ans. Le défendeur, Monsieur Stéphane Leroy, s'y oppose. Commençons. Maître Lambert se leva. Madame la juge. Ma cliente est une mère aimante, séparée de son fils par une grave maladie, une dépression postpartum sévère. Elle a suivi un traitement, et maintenant, guérie, elle souhaite exercer son droit de mère. Manon sortit un mouchoir, les yeux humides. Une performance. Pendant ce temps, le père a laissé l'enfant à des personnes non qualifiées, des employés de maison non préparés à s'occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. C'est une négligence impardonnable. Maître Moreau se leva. Madame la juge. Soyons clairs. La plaignante a abandonné son fils à 3 ans, juste après son diagnostic d'autisme. Elle n'a pas appelé, n'a pas visité pendant 2 ans. Elle n'est revenue que lorsque le père a signé un contrat de plusieurs millions d'euros. Coïncidence? Non. Intérêt financier. Nous avons des preuves de négligence pendant les visites. Nous avons des enregistrements. Nous avons des témoins. Cette femme ne veut pas de son enfant, elle veut une pension alimentaire. La juge prit des notes. Nous entendrons les témoins. La défense peut appeler son premier témoin. Il appela Valérie Bernard. La nounou jura de dire la vérité. Maître Moreau interrogea, depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Leroy? 2 ans. Et Madame Manon a-t-elle visité l'enfant pendant cette période? Pas une seule fois. Même pas un appel. Comment décririez-vous les progrès du garçon? Il y a eu des progrès. Moins de crise, plus calme.
Surtout depuis que Chloé a commencé à travailler là-bas. Maître Lambert se leva pour le contre-interrogatoire. Cette Chloé a-t-elle un diplôme en éducation ou en psychologie? Non. Alors pourquoi s'occupe-t-elle d'un enfant autiste? Parce qu'elle sait. Elle avait un frère autiste. Elle sait comment gérer. Mais elle n'a pas de diplôme. Les diplômes n'enseignent pas l'amour, maître. La juge frappa de son marteau. Silence. Le pédiatre entra, puis le thérapeute. Tous dirent la même chose. Léo s'améliorait. Tous mentionnèrent Chloé. Manon commençait à paraître nerveuse. La juge regarda sa liste. Prochain témoin, mademoiselle Chloé Dubois. Le cœur de Chloé s'arrêta. C'était son tour. Elle se leva, les jambes tremblantes, et se dirigea vers la barre. Je jure de dire la vérité. Elle s'assit. Stéphane la regarda, essayant de lui transmettre sa force par le regard. Maître Moreau commença doucement. Chloé, depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Leroy? 2 mois. Quel est votre travail? Femme de ménage. Mais vous vous occupez aussi de Léo, n'est-ce pas? J'aide quand il en a besoin. Comment l'avez-vous rencontré pour la première fois? Chloé respira profondément. Il était en crise, se frappant la tête contre le mur. J'ai entendu le cri et j'ai couru. Je lui ai chanté une chanson. Il s'est calmé. Pourquoi avez-vous chanté? Parce que je chantais pour mon frère. Il était aussi autiste. Et ça a marché. Depuis, Léo me fait confiance. Pouvez-vous décrire l'état de Léo quand il est revenu de sa première visite avec sa mère? Chloé regarda Manon, puis l'avocate. Il était dévasté. Vêtements sales, cheveux en bataille, des égratignures sur les bras. Mais le pire, c'était ses yeux. Ils étaient vides. Comme s'il avait abandonné. La juge frappa de son marteau. Ordre. Merci, Chloé. Maître Moreau s'assit. Maître Lambert se leva. Elle s'approcha lentement de Chloé. Mademoiselle Dubois, n'est-ce pas? Quelle est votre formation? Le baccalauréat. Donc, vous n'avez absolument aucune qualification pour vous occuper d'un enfant avec des besoins spéciaux. J'ai de l'expérience. Je me suis occupé de mon frère pendant 5 ans. L'expérience n'est pas un diplôme. Passons à autre chose. Combien gagnez-vous par mois? 1800 €. Et combien coûtent les traitements de votre mère? 15 000 par mois. Intéressant. Une femme de ménage qui gagne 1800 € paie 15 000 € de frais médicaux. Comment? Monsieur Leroy aide ma famille. Il aide. Quelle générosité. Et pourquoi ferait-il ça? Parce qu'il est un homme bon, ou parce que vous le remboursez en nature? Objection. Cria maître Moreau. Soutenu. Faites attention, maître. Mais Lambert continua. Avez-vous une relation intime avec Monsieur Leroy? J'ai des photos de vous quittant sa maison à 6 heures du matin, à plusieurs reprises. Elle montra des photos. Il m'appelait quand Léo avait une crise au milieu de la nuit. Je venais aider. Quelle coïncidence. 5 ou 6 nuits dans la maison de votre patron millionnaire. Et vous voulez nous faire croire que vous n'avez aucun intérêt romantique ou financier pour lui. Les larmes montèrent aux yeux de Chloé, mais elle les retint. Vous trouvez pas ça pratique? Une pauvre femme de ménage qui s'attache soudainement au fils d'un millionnaire? Qu'il paie les factures exorbitantes de sa mère? Que vous passiez la nuit chez lui? Chloé explosa. J'aime ce garçon. Je m'occupe de lui parce qu'il en a besoin, parce que personne d'autre ne le pouvait. Quand je suis arrivé, il souffrait seul. Je ne veux pas l'argent de Stéphane. Je ne veux pas l'épouser. Je veux juste que Léo ne soit plus jamais abandonné. Sa mère l'a laissé tomber quand il avait le plus besoin d'elle, et elle ne revient que maintenant parce qu'elle voit un signe $, à la place de son visage. La salle était silencieuse. Chloé pleurait. De vraies larmes. Une vraie colère. Maître Lambert tenta de continuer, mais la juge leva la main. J'ai assez entendu. Pas d'autres questions. Chloé quitta la barre, tremblante.
Elle retourna à sa place. Le regard de Stéphane disait tout, fierté, gratitude, et plus encore. Pause de 15 minutes. Chloé courut aux toilettes et pleura. Non de tristesse, mais de soulagement, de rage. Stéphane frappa à la porte. Chloé? Je vais bien. J'ai juste besoin d'une minute. Vous avez été incroyable. Vous avez dit la vérité. C'est tout ce qui compte. Elle ouvrit la porte. Il était là. Et sans réfléchir, il la prit dans ses bras. Juste quelques secondes. Merci d'être là, murmura-t-il. Ils retournèrent dans la salle. La deuxième partie allait commencer. Tout le monde reprit sa place. La défense peut présenter ses preuves matérielles. Maître Moreau se leva. Madame la juge, je présente des documents qui prouvent le véritable comportement de la plaignante. Il connecta son ordinateur à un projecteur. La première photo apparut. Léo, seul dans sa chambre. Une tablette. Cette photo a été prise un samedi soir, à 21h. L'enfant était seul dans l'appartement. À côté, une autre photo. Manon, dans un bistrot, un verre à la main, riant avec des amis. Même nuit, même heure. Des murmures parcoururent la salle. Objection. Violation de la vie privée. Cria maître Lambert. Les photos prises dans un lieu public ne constituent pas une violation, madame la juge. Objection rejetée. Continuez. D'autres photos. Manon achetant des jouets, prenant de fausses photos avec Léo, et retournant tout le lendemain. La plaignante a mis en scène un faux bonheur pour les réseaux sociaux, puis a tout rendu. Les reçus étaient joints. La juge avait l'air dégoûtée. Maintenant, madame la juge, je présente un enregistrement crucial. Il lança l'audio. La voix de Manon emplit la salle. Écoute, ce n'est pas facile, mais c'est seulement jusqu'à ce que j'obtienne la garde. La voix d'un ami répondit. Et ensuite? Ensuite, je le mettrai dans une clinique. Je n'aurai pas besoin de le voir tous les jours. Un silence de mort tomba. Manon était livide. L'enregistrement a été authentifié, dit maître Moreau en tendant un rapport à la juge. Maître Lambert tenta de sauver la situation. Ma cliente s'exprimait dans un moment de frustration. Il y a un autre témoin, madame la juge. J'appelle la psychologue pour enfants, docteur Isabelle Martin. Une femme d'une quarantaine d'années entra. Docteur, avez-vous évalué l'enfant Léo Leroy? Oui, 3 fois. 2 fois après les visites avec sa mère, et 1 fois chez lui avec son père. Votre conclusion? L'enfant présente des signes de troubles de stress post-traumatique suite aux visites. Perte d'appétit, insomnie, régression comportementale. Chez lui, avec son père et sa soignante, Chloé, l'enfant fait des progrès positifs. Merci, docteur. Madame la juge, je sais que c'est inhabituel, mais je voudrais que l'enfant soit amené. Pas pour témoigner. Juste pour que vous observiez sa réaction. La juge hésita. Faites-le entrer avec la psychologue. Au moindre signe de détresse, il sort. Compris? 5 minutes de tension. La porte s'ouvrit. Le docteur Martin entra, tenant la main de Léo. Il portait des écouteurs autour du cou. Il regarda autour de lui, visiblement mal à l'aise. Manon se leva. Léo, mon amour, c'est maman. Il la regarda et recula, se cachant derrière la psychologue, les mains sur ses oreilles. Viens, mon chéri. Manon fit un pas. Il secoua la tête. Non. Non. Le son était difficile, mais clair. Puis il vit Chloé. Son regard changea complètement. Il lâcha la main de la psychologue et se dirigea droit vers elle. Chloé s'accroupit, les bras ouverts. Léo se jeta contre elle, la serrant fort. Chlo, dit-il. Le mot était à peine formé, mais tout le monde l'entendit. Chloé pleura, le serrant en retour. La scène disait tout. Merci, docteur. Vous pouvez l'emmener. Léo ne voulait pas la lâcher. Je reviens tout de suite, je te le promets, murmura-t-elle.
Il la crut et partit avec la psychologue. Mais avant de partir, il jeta un dernier regard à Manon et lui tourna le dos. La juge frappa de son marteau. Suspension de 30 minutes. Je reviendrai avec ma décision. Dans le couloir, Chloé et Stéphane étaient dans un coin. Et maintenant ? demanda-t-elle. Maintenant, on attend. 30 minutes qui parurent 3 heures. Enfin, ils furent rappelés. La juge entra, le visage fermé. Après analyse des preuves, des rapports et des témoignages, la vérité est claire. La plaignante a abandonné son jeune fils à l'âge de 3 ans, immédiatement après son diagnostic d'autisme. Elle n'a eu aucun contact pendant 2 ans, ne revenant qu'après que le père a signé un contrat de plusieurs millions d'euros. Pendant les visites autorisées, l'enfant a été négligé et traumatisé. Il a été prouvé que les motivations étaient financières, avec l'intention de placer l'enfant dans une institution. Par conséquent, je rejette la demande de garde. Manon laissa échapper un son étranglé. De plus, je suce pas tout droit de visite jusqu'à ce que la plaignante puisse prouver un suivi psychologique d'au moins 2 ans. La plaignante est condamnée aux frais de justice. Le marteau tomba. L'affaire est close. Manon explosa. Elle se leva, hurlant, « C'est injuste. Vous avez été payé. Cette femme m'a volé mon fils. Elle va le payer. » 2 gardes de sécurité entrèrent et la saisirent par les bras. « Lâchez-moi. » Ils la traînèrent dehors, hurlante. Quand la porte se referma, le silence revint. Ils avaient gagné. Stéphane la serra fort dans ses bras. On l'a fait. Dehors, le soleil brillait. Léo attendait avec Valérie. En les voyant, il courut vers eux. Stéphane le souleva. Chloé les rejoignit dans une étreinte. « C'est fini, mon grand. C'est fini. » Dans la voiture du retour, Léo s'endormit sur la banquette arrière. « Et maintenant ?» demanda Chloé. « Maintenant, on rentre à la maison. Et on doit parler. » Les mois suivants, la vie de Léo s'est lentement stabilisée. 3 mois après le procès, il disait plus souvent des mots isolés. 6 mois plus tard, de courtes phrases. Stéphane engagea officiellement Chloé comme aide-soignante pour Léo. Elle gagnait 5 000 € par mois. Valérie resta comme gouvernante. La mère de Chloé, son cancer en rémission, vint vivre avec eux pour sa convalescence. 4 mois après le procès, un samedi soir, Stéphane prépara le dîner. Après que Léo se soit endormi, ils s'assirent dans le jardin. « Chloé, je peux vous demander quelque chose ? Êtes-vous heureuse ici ? » « Très heureuse. Je suis sûre d'une chose. Que vous êtes la bonne personne pour moi, pour Léo, pour cette famille. » Il sortit une petite boîte. Une bague simple et magnifique. « Chloé Dubois, voulez-vous m'épouser ? » Elle retint son souffle. « Stéphane, c'est si rapide. » « Je sais. Mais quand on sait, on sait. Les gens parleront. Votre mère. Je sais. Et j'ai besoin de réfléchir. Bien sûr. Prenez tout votre temps. » La semaine suivante, Chloé parla à sa mère. « Il m'a demandé en mariage. » Monique sourit. « Et toi ? » « J'ai peur de ce que les gens diront. Que je ne suis pas assez bien. » « L'aimes-tu ? » ?»« Oui. »« Et il t'aime ? » ?»« Je crois que oui. » Alors le reste n'a pas d'importance. Une semaine plus tard, Chloé donna sa réponse. « Oui. » Le lendemain, ils l'annoncèrent à Léo. « Chloé va devenir ta maman pour de vrai. » Léo réfléchit, puis sourit. « Maman. » Dans cette simple étreinte, leur famille se forma. 3 mois plus tard, un petit mariage dans le jardin. Léo, le porteur d'alliance, trébucha, faisant rire tout le monde. Monique, au premier rang, pleurait. Valérie aussi. Même Marie était là. Il avait fallu des mois pour qu'elle reparle à son fils, mais voyant à quel point il était heureux, elle avait lentement accepté la situation. Des vœux simples, un baiser, un barbecue, de la musique. La vie continuait. 1 an et demi plus tard naquit Adèle, une petite fille aux cheveux bouclés. Léo adorait sa petite sœur.
Chloé commença des études d'éducatrice en ligne. Stéphane travaillait moins, passait plus de temps à la maison. La vie n'était pas parfaite. Léo avait encore des crises, mais il avait de l'amour, de la sécurité, une famille. Manon apparut un jour au portail. Maigre, mal habillée. Elle voulait juste le voir. Stéphane fut ferme. Non. Léo apparut à la fenêtre, la vit sans la reconnaître et se détourna pour aller jouer. Manon comprit. Elle avait tout perdu. Elle repartit seule. Elle vivait maintenant de petits boulots, seule et sans argent. 3 ans et demi après le mariage. La maison est pleine de vie. Léo a 9 ans. Il parle encore avec difficulté, mais il parle. Il va dans une école spécialisée. Adèle a 2 ans et rit beaucoup. Le dimanche matin, toute la famille prend le petit déjeuner dans le jardin. Stéphane fait des crêpes, en brûlant encore quelques-unes. Chloé l'aide en riant. Léo met la table, fier. Monique vient chaque semaine. Marie aussi. Elle est maintenant une grand-mère. Même Valérie passe le dimanche. Ils sont tous là. Léo dit le bénédicité. Merci pour la nourriture. Merci pour la famille. Amen. Chloé a terminé ses études. Elle travaille à temps partiel dans une école spécialisée. Le soir, dans la chambre de Léo, Chloé chante sa berceuse. La même que le premier jour. Stéphane regarde depuis la porte. Je n'aurais jamais cru pouvoir être aussi heureuse, murmure-t-elle. Tu mérites chaque seconde. Léo, presque endormi, dit « Je vous aime. Nous t'aimons aussi, mon amour. » Un gros plan sur une famille, forgée non par le sang, mais par le choix, l'amour et la lutte. Et il n'y a pas de lien plus fort.